feu et à sang si leurs amis n'étaient pas libérés. Cette procédure suit son cours et bientôt vous serez tous situés sur l'origine de ces loupards aux ordres. Au total, je voudrais donc dire qu'à Grand Bassam, c'est une affaire de braquage électoral orchestré par le camp Ezalé qui a mal tourné. Le braqueur a été surpris et c'est tout désespérément qu'il crie « hold up ». Je voudrais aussi indiquer qu'il ne faut pas donner de Grand Bassam l'image d'une cité agitée, car c'est une ville touristique classée au patrimoine de l'UNESCO. Si Ezalé continue de croire qu'il y a eu fraude, qu'il saisisse la Cour suprême, qui a déjà fait la preuve de son sérieux, mais de grâce, qu'il ne trouble plus la quiétude des Bassamois qui aspirent vivre en paix. Bassam a choisi son maire le 13 octobre. C'est M. Jean-Louis Moulot. Et il a confirmé ce choix le 16 décembre. Que le choix des populations de Bassam soit respecté. Mesdames et messieurs, merci d'être venus à notre conférence. Merci de votre bienveillante attention. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre, porte-parole principal du RHDP. Merci également au Père Noël qui est venu avec l'électricité pour permettre de poursuivre cette conférence de presse dans de très bonnes conditions. Alors, chers confrères, tout à l'heure, nous allons attaquer la série des questions-réponses. Je le précise que cette conférence de presse est animée par le ministre Kodena Passi Adjoumani, porte-parole principal du RHDP. Mais accessoirement, les personnalités qui l'entourent pourraient aussi répondre à vos questions. Il s'agit du maire élu, comme il a dit, élu et réélu, Jean-Louis Moulot, le candidat lui-même, disons, monsieur le maire de Grand Bassam. À sa droite, maître Koné Mamadou pour les aspects juridiques. Et à gauche du ministre, M. Aka Martin. Pour ceux qui ne le savent pas, M. Aka Martin est ancien maire de Grand Bassam. C'est lui qui a assuré l'intérim du défunt maire Jean-Michel Moulot avant d'être confirmé maire. C'est d'ailleurs lui qui a passé le témoin au maire Ezalé à la mairie de Grand Bassam. Donc c'est un sachant qui est également à votre disposition. Chers confrères, sans aucune forme de procès, nous allons passer à la série des questions. Nous allons procéder par série de 3 pour aller très rapidement, avec précision. Vous déclinez votre identité, votre organe et vous posez directement votre question. Qui se jette à l'eau? Voilà. Ensuite, Assam et Marc. Ok, monsieur le ministre, si vous le permettez, on commence. Oui. David. Merci bien, monsieur le ministre. Merci aux conférenciers et aux maires. David, s'il te plaît, tu peux te présenter. Je suis David Yala, journaliste à l'Infodrome. Alors, j'ai 2 questions. Monsieur le conférencier, où est-ce qu'on peut situer les 6750 électeurs considérés comme exclus? Est-ce qu'ils font partie des électeurs fraudeurs du cas Ezalé? Où est-ce qu'on peut les situer? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, vous avez vanté les mérites de la Chambre administrative de la Cour suprême. Vous souhaitez que si M. Ezalé constatait des fraudes, qu'il saisisse la Cour. Je pense que c'est déjà fait. Alors, en même temps, vous refusez une quelconque reprise du scrutin. Si la Cour demandait la reprise, que feriez-vous? Parce que là, on a l'impression que vous êtes en train de faire planer une épée de Damoclès qui pourrait faire peur aux juges. Merci. Hassan Miada. Merci. Ma préoccupation a été prise en compte par sa dernière la chute de son niveau. D'accord. Donc, ok, merci. Marc et vous? C'est aussi pour moi.
La question a été prise en compte. Décidément, Gala a balayé toutes les questions. Donc, l'appétit venant mangeant, monsieur le ministre, vous allez répondre à ça. Ça dépend de la teneur du propos liminaire. Absolument. Puisque à cette occasion, nous avons tenu à vous donner tous les détails. Et je vous ai désormais habitué à ça. Chaque fois qu'il est question de venir à notre conférence de presse, il est de notre devoir de vous donner tous les détails. Et comme vous êtes des journalistes intelligents, vous savez vous comporter et vous ne voudrez pas poser tellement de questions pour les redites. Vous avez parlé de 6000 esprits. Tout à l'heure, je vous ai fait part de 15 bureaux de vote qui n'ont pas été pris en compte. Mais vous savez que dans le processus électoral, que ce soit au premier tour comme au deuxième tour, il y a eu des localités où plus de 20, 30 bureaux de vote n'ont pas été comptabilisés. Mais ça n'a pas joué sur le résultat final. Les 6000 électeurs dont on parle sont des zones que je viens de citer, les 15 bureaux de vote qui n'ont pas été pris en compte. Mais nous, on ne parle pas de 6000 électeurs. Parce que quand vous allez par exemple à Port-Boué, on dit qu'il y a 25% de taux de participation. À Bassam, on a parlé de 45% de taux de participation. Ce sont 6000 inscrits. Mais il n'est pas dit que ces 6000-là allaient voter. La preuve, à l'occasion du premier tour, dans les mêmes bureaux de vote, c'est plus de 2000 qui ont voté sur les 6000. Cela veut dire que ce ne sont pas 6000 électeurs qui étaient prêts à voter pour Ezalé. Surtout qu'il y avait beaucoup de candidats et chaque candidat allait en prendre. Donc c'est dire que pour ceux qui pensent que ce sont 6000 électeurs d'Ezalé qu'on a exclus, c'est archi faux. Mais je vous l'ai dit et je voudrais vous répéter, c'est que les électeurs en question, ils existent sur la liste électorale. Mais je vous ai fait savoir qu'au premier tour, puisque beaucoup de ces électeurs-là n'avaient pas pris part au vote, puisqu'on n'avait pas distribué leur carte, et Ezalé a pu récupérer leur carte d'électeur. Il a fait venir des gens d'Abidjan. Vous savez, il y a deux types de vote. Il y a le vote avec les appareils électroniques et le vote mécanique. Selon la CEI, lorsque il y a des difficultés ou bien une panne au niveau des appareils électroniques, il faut procéder au vote mécanique. C'est ce qui s'est passé partout. Mais entre les deux tours, on a fait le constat que Ezalé a fortement gagné dans cette zone parce que la plupart des opérations de vote ont été faites mécaniquement. Alors qu'ailleurs, c'est le vote électronique. Donc ça a attiré l'attention quand même des observateurs que nous sommes. Et cette fois-ci, de commun accord, nous avons exigé que ce soit le vote électronique partout. Et la CEI avait tellement d'appareils électroniques puisque finalement, c'était une reprise. Donc on a pu avoir des appareils électroniques pour faire face chaque fois que certains tombaient en panne. C'est ce qui a été fait. Moi-même, je suis témoin oculaire de ce qui s'est passé. C'est moi qui étais ce jour-là à ces bureaux de vote. Nos représentants sont venus me voir pour dire que, attention, partout c'est le vote électronique, mais ici, ils ont arrêté sous prétexte que les appareils étaient en panne. C'est ce qui s'est passé la première fois. Il faut qu'on soit vigilant. J'ai appelé la CEI
qui a dit, mais attention, on leur a dit que chaque fois qu'il y avait des pannes, de nous saisir pour que on puisse faire le changement. Donc nous avons demandé qu'on bloque le processus de vote. Et après, on est venu avec d'autres appareils. Comme ils avaient des complicités en interne, ils ont encore réitéré leur exploit en faisant croire que les machines ne marchaient pas. On a changé. Mais ils ont compris qu'en changeant, ça leur posait des problèmes. Puisque leurs électeurs, en réalité, à qui on a distribué les cartes d'électeurs, ne sont pas inscrits sur la liste. C'est vrai, les cartes d'électeurs, quand vous allez, vous voyez le nom d'un tel, c'est ce qui est inscrit. Mais la carte d'électeur, la photo qui est dessus, est différente de la personne qui en est détentrice. C'est ça le vrai problème. Et donc, les machines là, lorsque ces personnes mettent leur empreinte digitale sur la machine, ça ne répond pas. Et quand on pousse loin, qu'on voit que le visage, c'est autre chose, on les met de côté. Ceux-là, on les avait arrêtés. Et c'est les mêmes qui ont dit, bon, si on ne les libère pas, ils vont tout saccager. Et dans le même temps, sachant que ce qu'ils ont engagé comme fraude ne peut plus marcher comme auparavant, ils vont donc engager leur deuxième, parce que ils avaient un plan A. Le plan A a échoué, donc il faut mettre en place le plan B. Et le plan B consiste à perturber donc la quiétude de l'élection, venir prendre les urnes. Sinon, quand vous voyez, alors qu'au premier tour, il avait eu beaucoup de voix dans ses bureaux, mais les mêmes là qui sont venus casser, c'est eux qui disposent des urnes cassées. Mais un casseur, quand il a cassé, mais il s'en va. Mais le lendemain, quand vous avez vu sur les réseaux sociaux, ils avaient et les bulletins et les urnes cassées. Et curieusement, tous les bulletins qu'on présentait, on dit non, vous voyez, c'est isolé. Ici, c'est isolé. Et nulle part, on a vu une croix sur la photo de Mouno ou sur l'espace réservé au vote pour Mouno. Mais ça dit, ils ont volé, mais ils ne sont pas des vrais voleurs. C'est ce que je puis vous dire. C'est-à-dire, ils ne sont pas allés à l'école du vol. Autrement dit, ils auraient pu quand même, parmi les bulletins, inscrire 10 ou 20 où c'est écrit Moulo. Mais partout, on dit non, vous voyez, c'est isolé, vous voyez, c'est isolé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le voleur, c'est lui qui a pu récupérer. Parce que si ce sont nos gens qui avaient vraiment cassé les urnes, mais ils seraient partis avec les urnes, avec les bulletins. Mais pourquoi, curieusement, les urnes et les bulletins saccagés se trouvent entre les mains des électeurs des alliés qui ont déjà fait beaucoup de publicité. Vous avez dû voir sur les réseaux sociaux, voilà, c'est isolé, c'est isolé, c'est isolé. Donc ça, c'est ce que je puis dire des 6 000 électeurs. Il n'est pas dit que ce sont ces 6 000-là qui allaient voter, puisqu'il y a un taux de pourcentage qui est appliqué au nombre d'électeurs. Vous dites que la Chambre, la Cour administrative, que ferions-nous si la Cour, la Chambre de la Cour suprême annule les élections? Nous, vous dites que est-ce que ce n'est pas une façon d'amener les gens à ne pas annuler les élections? Si vous avez bien suivi le cours de mon propos, j'ai bien dit que les populations ne souhaitent plus qu'on reprenne ces élections. Et vous avez vu sur les réseaux sociaux qu'il y a eu des marches qui ont été organisées, des marches de paix pour dire que nous, on ne veut plus qu'on reprenne, il faut installer notre maire. Donc c'est le cri de cœur des populations que moi j'essaie de transposer ici au niveau de ma conférence de presse pour dire que les populations vraiment ne souhaitent plus qu'on reprenne les élections.
Mais nous, on n'a pas peur du verdict de la Cour suprême. La preuve, la première fois, nous avions gagné. Quand on nous a proclamés gagnants, les électeurs des allées sont sortis, ont tout cassé, perpétré des casses partout, proféré des menaces. J'en ai expliqué dans mon propos liminaire. Mais il aurait pu saisir la chambre administrative de la Cour suprême. Mais il ne l'a pas fait au départ, il a cassé. Mais quand il a été question, par exemple, d'étudier les textes et d'annuler après, quand on a annulé là, lui on l'a proclamé élu. Ses partisans aussi pouvaient sortir pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Mais au nom de la paix, il a calmé les siens. Personne n'est sorti pour s'opposer. Cela veut dire que nous sommes des électeurs civilisés. Nous savons que chaque fois qu'il y a des difficultés de compréhension, il y a des recours que nous pouvons faire. Même si, moi je le dis, que vraiment les populations ils seront pris pour responsables, mais c'est une sonnette d'alarme. Parce que trop c'est trop. Même si vous dites que le monsieur, vous le voyez, il est comme ça, il n'est pas agressif, c'est un homme modéré, il est très ponctuel, il travaille bien, et puis c'est quelqu'un qui réfléchit. Mais n'allez pas le provoquer. Si vous dites non parce qu'il ne parle pas, vous le provoquez, vous ne savez pas. Quand on dit, quand vous faites palabre avec un aveugle, que vous voyez qu'il vous insulte, faut avoir peur. C'est que son pied est sur le caillou. C'est ce que je veux dire. Donc, moi, je sais que la Cour suprême va dire le droit. La première fois, pour des problèmes de paix, la Cour suprême a donné son verdict. Mais cette fois-ci, nous souhaitons qu'elle tienne compte de ce qui peut se passer si d'aventure des décisions sont données allant dans le même sens que la première fois. Parce que nous avons des arguments valables. Et c'est pour ça d'ailleurs, nous sommes venus avec l'avocat qui suit le dossier pour dire que nous avons un dossier en béton. Moi-même, je ne suis pas juriste. Mais tout à l'heure, à partir des informations que je vous ai données, vous avez des rudiments pour pouvoir asseoir votre documentation demain et puis donner l'information qu'il faut à tous vos électeurs. La preuve que 6 000 électeurs, on parle de 6 000, tout le monde... Non, et puis les gens, vous savez, il faut savoir mentir aussi. On ne peut pas venir dire non. Quand j'ai vu le secrétaire exécutif du PDC-RDA, je ne dirai pas son nom parce qu'on va dire pourquoi toujours on le cite, mais c'est lui qui a fait la première conférence de presse, qui dit non, on n'a pas permis à 6 000 électeurs d'exprimer leur vote pour notre candidat. Comme si les 6 000 là vont voter. Alors qu'il y a eu 45% de taux de participation. Donc si vous appliquez à 6 000, ça va faire combien? 2 000 et quelques, 2 900. Et puis il aura des bulletins nuls. Il aura aussi, après les bulletins nuls, il y a quoi encore? Bulletins blancs. Mais quand vous allez enlever, peut-être qu'il aura 2 000 électeurs. Dans les 2 000, ils sont combien de candidats? 3 candidats. Chacun aura sa part. Et je vous ai dit qu'il y a eu des zones où il a été, où lui a été battu au premier tour, mais au deuxième tour, il a renversé la vapeur. Quand je vois le même secrétaire exécutif dire que les populations de Mossou ont voté, ont réitéré leur espoir en votant pour, comment on appelle ça, pour les allées, mais c'est faux, moi j'étais là-bas. Mossou a renversé la vapeur, ils ont voté pour Moulo.
Donc moi qui étais témoin oculaire, j'ai suivi de A à Z tout ce qui s'est passé. Et puis la campagne qu'on a faite là, elle était tellement organisée qu'on ne pouvait pas perdre. On ne pouvait pas perdre. C'était les faits de trucage, de vol perpétrés par le camp Ezalé. On aurait même distancé Ezalé de plusieurs milliers de voix. Puisque c'est là-bas, c'est-à-dire on s'est focalisé sur ces bureaux de vote. C'est là-bas la différence était nette au premier tour. Et comme on s'est focalisé en ça, bon, on n'a pas tenu compte des autres, sinon ailleurs ils nous ont volé, mais comme on a déjà gagné, nous c'est pas notre problème. Merci, monsieur le ministre. Chers confrères, je pense qu'avec la clarté des propos liminaires, nous allons prendre la dernière série de questions. Marc, vous souhaiterez revenir? Oui. D'accord. Faut. Bon, d'accord. Et Bidi Ignace. Donc tu prends la dernière liste. D'accord. Comme ça. Touré. Fousseni. D'accord. Ok. Et Boyo. Ok. Marc, vous, tu as la parole. Je suis Marc et vous de Fraternité Matin. Monsieur le ministre, à vous entendre, à entendre vos explications, il est clair, vous n'avez pas dit certainement, mais il est clair qu'il y a une complicité quelque part de la CEI. Parce que je reviens au premier tour, dans les mêmes endroits, les tablettes sont tombées en panne, les gens sont passés au vote manuel. Au deuxième tour, comme curieusement, comme s'il y avait de la route dans ces mêmes bureaux, les appareils sont tombés là et votre vigilance a fait qu'on a pu vérifier les choses. La deuxième chose, c'est que même quand on passe au vote manuel, nous avons tous des cartes d'électeurs, on a quand même nos photos, même qu'elles ne sont pas aussi nettes comme l'appareil, mais on ne confondrait pas mon visage avec le visage de mon voisin. Ça, il y a quand même un minimum de vigilance qu'on peut avoir. Est-ce que dans vos démarches, vous avez essayé de l'envoyer du côté de la CEI pour chercher à comprendre un peu ce qui s'est passé? D'accord. À ton voisin, représente ton organe. Bonjour, moi je suis Kofo, journaliste à l'Institut d'Abidjan. Ma question va s'adresser à M. le maire. Alors, la première question, c'est au sujet des manifestations qu'il y a eu le vendredi dernier, 21. On a vu, on était à Bassam, et on a vu que les partisans des Alliés avaient organisé une manifestation. Ça a été fait un sitting devant la mairie. Et il y a eu comme une contre-manifestation de la part de vos partisans. Est-ce que désormais ça sera comme ça? Est-ce que ça devient la norme? Chaque fois que les partisans des Alliés voudront manifester, M. Moulot fera sortir les leurs pour tenter de les contrer. Est-ce que ça sera comme ça? Et puis, ma deuxième question, c'est au cas où la Chambre administrative va confirmer votre victoire. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que Bassam est divisé en trois pour nous qui sommes bien et qui faisant quand même des choses là-bas, nous étions là-bas quand même, ils voyaient les manifestations, on a l'impression que Bassam est divisé. Alors vous, comment est-ce que vous comptez restudier tout ça au cas où la Chambre administrative confirme votre victoire? Merci. Donc, comment réconcilier en cas de confirmation? Passez le micro. Je passe, Marc Captain, en compte ma... Merci, Marc, d'avoir posé la question du Bidi. Franck Boyo, juste derrière. Je suis Franck Boyo du quotidien Le Jour Plus. Alors, monsieur le conférencier, l'impression que j'ai, c'est que le PDCI semble trop se focaliser sur Bassam, s'accroche à Bassam. On a l'impression que le PDCI accorde un enjeu particulier au cas de Bassam. Pourquoi? Est-ce que Bassam aurait une importance capitale et pour le PDCI? Si quelqu'un a dit, s'il vous plaît, laissez-le poser sa question. Lorsque le PDCI perd, ça devient un problème. Et lorsque le PDCI gagne, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi cette négative métamorphose? Ça, je pose cette question à vous, puisque vous êtes toujours cadre du PDCI, même si vous êtes sur la trace de Félix Houphouët-Boigny. Alors, le PDCI, votre parti qui aurait dû être celui qui donne l'exemple aux autres, la patience, etc., le pardon.
Et aujourd'hui, celui qu'on cite en exemple dans le mauvais sens. Alors pourquoi être négatif, métamorphose? Merci. Mais je rappelle que c'est une conférence du RHDP. Alors, parité du genre oblige, Foussine, avant que tu prennes la parole, Solange. Non, à elle seule, Solange, tu as le micro. Vas-y. Je suis Solange Aralamon, j'écris pour presque-côte-d'ivoire.ci. Je voudrais demander au maire Aka votre présence ce soir aux côtés du maire élu Jean-Louis Moulot s'explique comment, quand on sait que c'est vous qui avez passé le témoin au maire des Alliés, vous le connaissez mieux, est-ce que vous pouvez nous parler de l'homme? Merci. Question précise adressée à M. Aka Martin, le dernier de la série Fousseni. Passez le micro, s'il vous plaît. Touré, Fousseni, le patriote. Juste une question, monsieur le ministre. Vous avez tout à l'heure que vous avez le micro, un dossier aussi embêtant. Est-ce que vous aussi avez déposé ce dossier-là à la Cour suprême pour justement qu'elle puisse mieux examiner et plutôt avoir le contenu des arguments que vous avez pu développer autre ces cas de fraude que nous avons parlé. Merci. Merci pour en faire la dernière série. Monsieur le ministre, avec votre permission, dans l'ordre que vous souhaiterez. Je vais le laisser par rapport aux marches opposées à Gramba, où il y a des marches qui s'opposent. D'accord. Très bien. Bien. Merci M. Kofo, intelligent d'Alligeant. Relativement aux manifestations du vendredi 21 que vous évoquez, vous avez employé le terme de contre-manifestation. Je voudrais apporter un correctif. Il ne s'agit pas de contre-manifestation. Le ministre Adjoumani a clairement indiqué que sur les 6 000 inscrits du quartier France et du FDFP, de ces lieux de vote-là, il y a un nombre important d'électeurs du RHDP. Le maire sortant avait invité donc ces 6 000 inscrits à venir manifester pour faire valoir leur droit de vote. Donc au nombre de ces 6 000 inscrits, il y a des électeurs du RHDP. Nous avons fait des scores appréciables au quartier France et au FDFP également, parce que les bureaux de vote saccagés ne se situent pas seulement au quartier France, il y a le FDFP qui se situe en ville. Donc c'est pour répondre à cette invitation du maire sortant que certains de nos partisans inscrits au FDFP, inscrits au quartier France, le maire Aka Martin, qui est premier adjoint sur notre liste, est inscrit au quartier France. Donc un certain nombre de nos soutiens inscrits au quartier France, au FDFP, ont répondu à cette invitation à manifester du maire sortant. Donc il ne s'agissait pas d'une contre-manifestation, mais il s'agissait du même corps électoral qui s'est retrouvé donc sur ces lieux-là. Et vous avez noté que nous avons eu une approche constructive en invitant les uns et les autres au calme et à la paix. Et cette manifestation n'a pas dégénéré. Nous avons déploré 9 blessés parmi nos supporters qui ont été reçus au quartier France par des jets de pierre. Et nous avons fait prendre en charge ces blessés-là à l'hôpital général de Grand Bassin. Donc ce n'était pas une contre-manifestation, mais simplement une réponse à l'invitation faite par le maire sortant. Sur la cohésion sociale, nous avons déjà commencé à travailler. Nous avons une liste qui est une liste d'union de rassemblement. Et dès la première défaite du maire sortant, nous avons tendu la main et nous l'avons invité à accepter cette main tendue dans l'intérêt bien compris des Bassamoises et des Bassamois. Nous l'avons invité à s'unir à nous pour contribuer au développement de Grand Bassam. Nous avons mis en mission des religieux chrétiens et musulmans pour une rencontre. Il a toujours refusé cette main tendue, il a refusé de nous rencontrer pour pouvoir lancer un appel au calme. Et nous continuons à travailler dans cet esprit de rassemblement, de cohésion des Bassamoises et des Bassamois. Je vais passer la parole. Pourquoi votre présence aux côtés de M. Moulot, alors que c'est vous qui avez passé le témoin? Merci, monsieur le ministre. En effet, j'ai fait la passation de charge avec le maire Ezalé. À l'époque, il entrait, il prenait fonction. Mais le maire Ezalé était sur la liste, disons, du conseil municipal conduite par le maire paix à son âme, Jean-Michel Moulot. Vous savez, nous étions à la période proportionnelle.
et le maire Ezalé se retrouvait avec Guy Kanga, et à son âme également, qui était tête de liste de ce qu'on a appelé le COC. C'était le PDCI qui n'avait pas été retenu, donc il s'est transformé en COC, qui avait été battu. Donc on se connaissait évidemment, c'était des gens du PDCI qui se retrouvaient. Bien sûr, quand j'ai succédé au maire Jean-Michel Moulot, le maire Ezalé se retrouvait sur la liste. Nous avons travaillé ensemble. Alors, je le connais en tant que militant, parce que nous avons commencé en 2009, disons, et jusque en 2012, le 29 juin 2012, quand nous avons introduit notre dossier à l'UNESCO, à Saint-Pétersbourg, pour nous voir octroyer, disons, je dirais, le qualificatif de ville historique. Donc, je connais parfaitement le maire Ezalé, je ne vais pas entrer dans les détails de famille, parce que c'est un neveu. Bon, il y a beaucoup de choses, hein. Je pense qu'il faut simplement que le maire Ezalé comprenne, quand on a perdu par 2 fois, on devrait tout naturellement céder, comme j'ai eu à le faire avec lui. Et la vie continue à ça. Voilà ce que je voulais dire, madame. En tout cas, voilà la précision que je voulais apporter. Ok, merci. Maintenant, la CEI complice. Je n'ai jamais dit que la CEI est complice. Mais je dis qu'il y avait des complicités à l'intérieur de certains bureaux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la CEI, ce n'est pas la CEI qui vient présider aux destinées des bureaux. Ce sont des enseignants. Ils peuvent être des professeurs, des instituteurs qu'on recrute pour être dans les bureaux de vote qui n'ont rien à voir avec la CEI. Mais le président de la CEI est dans son bureau. Il ne peut pas savoir si la machine est en panne ou pas. Et puis, ce ne sont pas les agents de la CEI qui manipulent les appareils. C'est pour cela que je dis qu'il y a des complicités internes. Ça peut exister partout. Mais la CEI a pleinement joué son rôle, puisque chaque fois qu'elle est interpellée, elle vient prendre des mesures pour parer à toute éventualité. C'est ce qui s'est passé chaque fois quand on leur a dit, ils sont venus remplacer les machines. Bon, vous me dites que, est-ce que, voyez-vous, ce sont, même nos représentants dans le bureau de vote, vous pouvez avoir votre, c'est ce qui s'est passé à Port-Boué. Vous pouvez avoir votre représentant dans le bureau de vote. Quand vous dites aux gens de venir s'inscrire pour vous représenter dans les bureaux, les gens malins, vous vous souvenez, même à des présidentielles, je ne vais pas vous dire le nom des candidats, il y a un des candidats qui a demandé que tous ceux qui veulent être dans ces bureaux de vote-là, ils viennent se faire inscrire. Et il y a un candidat qui a demandé à tous ces gens de venir s'inscrire. Donc finalement, il y avait lui ces gens, et puis en fait, ce sont ces gens qui sont dans les bureaux de vote pour représenter le même candidat. Cela peut se passer, mais je ne dis pas que c'est la CEI qui est en faute. Mais on peut bénéficier de la complicité de certaines personnes à l'intérieur d'un bureau de vote. Parce que la machine, si on a... Moi, j'ai subi ce cas pendant les élections. Il y a des endroits où quand je dois gagner massivement, on dit non, les machines sont en panne. Mais c'est les enseignants qui les manipulent. On dit non, la machine est en panne. Souvent, même quand j'arrive, je dis mais comment c'est en panne? J'appelle là-bas, on fait venir quelqu'un, on dit mais c'est pas en panne. Et c'est volontairement en panne. Parce que ce sont eux qui sont là, qui viennent, qui disent aux gens, bon, venez. Et puis bon, c'est le président du bureau de vote, c'est lui qui a
la tablette. Et puis bon, ceux qui vérifient avec la carte d'identité, au cas où c'est un vote mécanique. Mais si on se donne le mot de passe, beaucoup de choses peuvent se passer. C'est pour cela qu'aujourd'hui, là, nous devons exiger que les gens votent avec le système électronique. Ça règle tous les problèmes. Sinon, je ne peux pas accuser la CEI, qui au contraire a joué son rôle. Même cette fois-ci, le représentant de la CEI a été remplacé. Parce qu'on voulait vraiment faire des élections crédibles pour éviter qu'on accuse les uns les autres. Vous dites PDCI, pourquoi le PDCI s'acharne tant sur Bassam? Moi, je crois que le jour que vous serez devant Dikawe, en train de faire une conférence de presse, vous allez lui poser la question. Et vous dites, bon, je suis PDCI jusqu'à preuve du contraire. Mais moi, je suis ici au titre du RHDP. C'est vrai que le RHDP va se constituer le 26. Mais pour le moment, je suis PDCI. Mais au moment, c'est-à-dire à partir du 26, je vais me déterminer. Et pour répondre à votre question, je dirais que je suis né PDCI, mais je fais ma renaissance au RHDP. J'espère qu'on se comprend bien. Je suis né PDCI, mais je renais RHDP. Voilà. Merci, monsieur le ministre. En tout cas, la conclusion est tout trouvée. Vous êtes PDCI avec une renaissance RHDP. Bon, maintenant, vous dites les dossiers. Mais je vous ai dit, pourquoi nous, est-ce que nous avons saisi la Cour suprême? Mais on nous a proclamé vainqueurs. Donc, nous là, nous ne pouvons plus saisir la Cour suprême, puisque nous avons gagné. Et comme nous avons fait campagne pour gagner, on vient, on proclame les résultats, on nous dit que c'est nous qui avions gagné. Est-ce qu'on a besoin d'aller saisir la Cour suprême? Ce sont les autres qui ont saisi la Cour suprême. On nous a notifié cela et nous avons donc les argumentaires, je crois, qu'ils ont déposés. Et sur la base de l'argumentaire, nous réagissons. Et nous disons sur cette base que nous avons un dossier en béton, à l'image du document que je viens de vous produire. Mais vous allez voir, l'avocat est là. Quand lui il va présenter les dossiers, là, c'est par centaines de pages. Or, moi, je suis venu vous livrer un document de 3 pages. Donc, ça, le dossier en béton, c'est jalousement détenu par notre avocat. Mais on ne va pas quand même donner les détails de notre dossier en béton, parce qu'on ne sait pas ce que vous allez en faire après. Mais pour l'heure, limitez-vous à la déclaration que j'ai faite. Et donc, vraiment, s'il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions, monsieur le ministre. Voilà, s'il n'y a plus de questions, donc je vais. Vous avez la parole pour votre mot de fin. Voilà, donc je voudrais vraiment dire merci à tous nos amis journalistes qui ont fait ce déplacement pour avoir les informations nécessaires, informations en rapport avec ce qui s'est passé à Grand Bassam. Je suis d'autant plus heureux que chaque fois quand nous vous faisons appel, vous venez instantanément et vous êtes assidus à ce que nous faisons, vous nous écoutez religieusement et vous savez aussi poser des questions appropriées. Je ne sais pas si on donne des réponses aussi appropriées, mais c'est tout comme. Puisque en la matière, vous avez même décidé de ne pas trop poser de questions. En tout cas, nous vous disons merci, mais je voudrais aussi faire savoir que aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire a besoin d'avancer. Nous avons fait des élections. Quelqu'un a dit tout à l'heure que quand le RHDP gagne quelque part, les autres s'opposent. Mais quand les autres gagnent, nous ne nous opposons pas. Pourquoi? Parce que
la République, là, nous en sommes aujourd'hui les garants. Nous voulons aller vite au développement. Est-ce qu'on va s'éterniser sur des problèmes d'élection alors que nous savons que nous avons gagné, ou nous savons que même en nous opposant, ça ne va pas changer la donne? Et je crois que c'est la même réflexion que les autres doivent avoir. Nous sommes dans notre pays, nous avons participé à des élections, c'est comme un match de football. Quand on a perdu, on doit reconnaître qu'on a perdu. Mais vous perdez, et puis après vous dites non, c'est l'arbitre qui a mal sifflé, sinon on allait gagner. Mais en la matière, pour Bassam, l'arbitre a bien sifflé. Nous avons gagné et nous voulons travailler. Parce que le jeune Moulo veut vraiment travailler. On a dit qu'il faut le changement. Mais il veut prouver. Et comme des gens savent que quand il va venir, il va mieux faire, mais on veut l'empêcher de travailler. Mais quoi qu'il en soit, il va être établi maire, il va prendre fonction, il va développer Bassam. Vous tous, pourquoi Bassam nous préoccupe tous? Pendant les week-ends où vous allez, c'est à Bassam, nos enfants. C'est à Bassam. Donc Bassam là, c'est un patrimoine, non seulement international, mais c'est un patrimoine national, dû à tout le monde. Et on y va pour se reposer. Il y a même des étrangers viennent, ils vont voir la mer. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la mer dans leur pays. Quand ils viennent, ils vont là-bas. Donc Bassam, c'est la prunelle des yeux des Ivoiriens. Il faut que les gens arrêtent de chaque fois se chamailler pour des postes de mairie et permettre à celui qui a été élu démocratiquement de se consacrer au travail pour nous faire voyager chaque fois sur le bassin. En tout cas, merci d'être venu. Merci aussi demain c'est férié, mais je crois que mercredi, on va vous lire. Et nous, on est heureux et fiers quand on voit qu'il y a un journal qui a bien transcrit ce qu'on a fait et qui a bien dit, mais il y a des gens qui, en fait, il y a des gens, eux, ils transforment ce qu'on a dit. Il y a des gens qui transforment. Or, si sur 10 journaux, 5 personnes disent la même chose que toi, parce que tu n'as pas la même vision qu'Adjoumani, tu vas transformer, mais tu t'exposes, les gens vont plus lire ton journal. Et comme je veux qu'on lise vos journaux, vraiment, soyez corrects en produisant ce que vous avez reçu. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre.